Bienvenue à cet événement en ligne sur le soutien aux entreprises détenues par les femmes par les réformes sur l'environnement de l'entreprise, réformes légales, administratives et politiques pour renforcer l'accès au financement et un environnement opérationnel pour les femmes entrepreneurs. Je suis Susanna Reichenberg, je travaille avec l'équipe de l'ICR et je vais faciliter la session. Avant de commencer, quelques détails techniques. Tout d'abord, je tiens à vous dire que cette session est enregistrée. Je voudrais aussi vous demander de bien vouloir éteindre vos micros et si vous avez une question, vous pouvez en faire part en utilisant le chat. L'événement d'aujourd'hui est organisé par Investment Climate Facility et je voudrais vous montrer avant de commencer une petite vidéo sur cet instrument, sur l'ICR que nous avons. Et voilà, on lance la vidéo. Très bien, merci. Et en deçà de l'assistance technique, comme vous l'avez vu, l'ICR fournit des événements en ligne comme celui-ci de façon régulière. Dans la séance d'aujourd'hui, on veut se centrer sur l'autonomisation économique des femmes et sur la réforme de l'entreprise, parce que le fait d'investir sur les femmes n'est pas seulement un impératif moral, mais c'est aussi de bonnes affaires. Ceci pourrait aider, le fait d'investir sur l'égalité de genre pourrait aider au PIB en 2030 par 13 000 milliards de dollars. Les femmes ont moins de chances que les hommes de posséder leur propre entreprise. Elles ont moins d'employés et elles sont plus touchées que les hommes par la pandémie de Covid. Aujourd'hui, dans l'événement qui nous concerne, on va se centrer sur les aspects de la réforme, des réformes légales, administratives et politiques qui sont nécessaires. Et on va se centrer sur la zone des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, les pays ACP. Et quelque chose que nous voulons garder en tête pour toutes nos discussions, nous allons inclure toutes les femmes de tous les secteurs et de toute taille d'entreprise. Je voudrais vous dire que cette séance s'inscrit dans une série de séances. Nous avons publié récemment un rapport de l'ICR sur l'environnement de l'entreprise, ce qui fait partie de nos discussions aujourd'hui. Mais aussi au mois de septembre, octobre, nous allons publier un autre rapport sur l'autonomisation économique des femmes, cette fois centré sur l'emploi et le dialogue public-privé. Maintenant, pour vous donner une vision générale des sujets dont on va discuter au cours des 90 prochaines minutes, quelques messages clés par rapport au rapport ICR récemment publié que nous allons partager avec vous par le chat pour que vous ayez le lien. Je tiens à vous dire que nous allons ouvrir un panel des intervenants de haut niveau qui vont nous faire part de leur expérience, de leur réaction et du point de vue de leurs organisations respectives. Avant de passer au contenu technique du rapport, je tiens à passer la parole à Madame Christiana Leong, qui est la représentante du programme pour le développement des infrastructures et services économiques de l'Organisation des États de l'Afrique, Caraïbes, Pacifique. Vous avez la parole, Madame Leong, pour l'allocution d'ouverture. Et j'espère que votre micro fonctionne. Allô? Formidable. On vous entend, Madame. OK, merci beaucoup, Suzanne. Merci d'avoir invité le secrétariat de l'OACPS pour cette allocution d'ouverture, pour ces remarques d'ouverture. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour l'absence de l'assistant secrétaire général, Monsieur Escipion Oliveira, qui est en ce moment à une autre réunion. Nous sommes en train de tenir en ce moment même le conseil ministériel et je voudrais féliciter l'ICR d'avoir organisé cet événement en ligne qui est tellement important pour le secrétariat de l'OACPS. Je voudrais également féliciter l'ICR pour le rapport. Je pense que nous avons reçu 2 rapports. Celui-ci aujourd'hui sur la réforme de l'environnement de l'entreprise pour soutenir les entreprises détenues par les femmes. Et je pense que
au cours du dernier événement en ligne, on parlait de l'entreprise sociale. En tout cas, il s'agit d'outils qui peuvent aider les décideurs de nos États membres afin de faciliter, afin de surmonter les barrières administratives et juridiques que rencontrent les femmes quand il s'agit d'accéder au financement ou de créer des entreprises qui sont tellement nécessaires pour améliorer la vie de ces femmes, de leurs familles et de toute la communauté. Par conséquent, merci beaucoup de cet effort qui a été réalisé par l'équipe de l'ICR. Et comme vous venez de le dire, nous sommes en attente d'un autre rapport afin de faciliter les processus de prise de décision. Alors, par rapport à l'événement d'aujourd'hui, le secrétariat de l'OACPS reconnaît le rôle crucial des femmes, des filles, par rapport au développement durable et inclusif de nos pays et pour la transformation de nos économies. Nous sommes engagés à éliminer les lois et les politiques qui mènent à la discrimination et qui ne font que renforcer les inégalités existantes et les écarts socio-économiques et de développement politique des femmes et des filles dans les pays membres de l'OACPS. Voici une citation de notre secrétaire général par rapport à cette réunion. Alors, je vous remercie et je vous souhaite un débat très fructueux. Merci Madame Lyon pour ces remarques de bienvenue. Et maintenant, comme on l'a dit, nous allons présenter les messages clés sur le rapport de l'ICR sur l'autonomisation des femmes. Ce rapport sera présenté par le docteur Susana Martinez Restrepo, qui a un doctorat par l'Université de Columbia à New York. Elle est experte en éducation, marché professionnel, autonomisation économique, égalité de genre, violence de genre. Elle est également cofondatrice et directrice exécutive de Co-Empowerment et elle est également associée au programme de développement pour les femmes à New York. Et elle a travaillé aussi pour aider la Banque d'interdéveloppement. Elle a écrit de nombreux articles sur l'autonomisation des femmes. Docteur Restrepo, nous serons très intéressés à écouter les messages clés de ce rapport. Vous avez la parole. Très bien. Merci beaucoup, Suzanne. J'avais des petits problèmes techniques. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui pour présenter ce rapport. Et je tiens à remercier tous les commentaires et toutes les remarques que j'ai reçues pour l'élaboration de ce rapport. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup aidé aussi parce que de façon traditionnelle, enfin, tout d'abord, je dois dire qu'il faut comprendre l'importance des femmes dans le monde de l'entreprise et par rapport à la croissance économique et aussi pour la promotion d'un environnement favorable aux affaires. Il faut se centrer sur les micro-stratégies qui donnent l'accès aux femmes, aux micro-prêts, mais des fois, on oublie qu'il y a aussi beaucoup de réformes juridiques, administratives, par rapport aux impôts aussi, qui sont nécessaires pour créer justement cet environnement propice pour les femmes. Nous voyons ici des écarts très importants de genre par rapport aux profits des entreprises. Ici, je vous passe des exemples sur l'Afrique, mais cela pourrait correspondre aussi à des pays du Sud global, ou à des pays des Caraïbes. Nous voyons que les écarts les plus importants se produisent au Ghana, en Afrique du Sud, au Nigeria. Et en fait, on observe que
non seulement les entreprises détenues par les femmes ont moins de bénéfices, mais aussi les femmes possèdent des entreprises de plus petite taille, elles ont moins d'accès au capital et ceci est lié au fait aussi que les femmes ont tendance à se concentrer sur des secteurs traditionnellement dominés par les femmes qui ont de moindres bénéfices, de moindre croissance et qui sont particulièrement frappés par la pandémie. C'est quelque chose qui apparaît dans le monde concernant les études par rapport au genre. C'est quelque chose de bien connu. Les femmes se concentrent sur les secteurs de la restauration, le tourisme, les soins, les services à la personne, l'éducation. Et ces secteurs-là ont été particulièrement frappés par la crise du Covid. Alors, comment expliquer ces écarts? Eh bien, tout d'abord, la discrimination légale. Il est très important de comprendre qu'il peut y avoir une discrimination implicite ou explicite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Implicite, cela veut dire qu'il y a une certaine loi, par exemple, qui va toucher particulièrement les petites entreprises. Ce n'est pas une loi explicitement contre les femmes, mais vu que les femmes sont surreprésentées dans les entreprises de petite taille, eh bien cela va donc plutôt affecter les femmes. Cette norme va plutôt frapper les femmes, alors que pour les discriminations explicites, eh bien, il s'agit de lois qui portent précisément sur les femmes. Il y a également des réglementations, des normes qui portent sur les femmes, qui peuvent être également implicites ou explicites. Nous en parlerons davantage. Il y a aussi des normes culturelles et sociales qui existent, des normes traditionnelles ou coutumières. Et il faut aussi se poser des questions sur le droit coutumier. Il y a aussi des contraintes structurelles comme le manque d'inclusion financière, d'éducation, le manque de réseau, le manque d'accès aux fonds ou au financement, aux garanties. Vu que les femmes, des fois, elles ne peuvent pas posséder la terre, eh bien, elles ont moins d'accès à des prêts. Aussi, il faut ajouter à cela la discrimination par les prêteurs. Il faut également parler du fait que les femmes sont centrées sur des secteurs dominés par les femmes qui produisent moins de bénéfices. Et ceci pose des barrières par rapport à une intégration plus grande. Et il y a ces contraintes sociales qui expliquent pourquoi les femmes ont moins de profits, leurs entreprises ont moins de croissance et ont tendance à rester petites. Il y a également l'économie des soins. Les femmes sont les porteuses de soins traditionnels et elles ont par conséquent moins de temps à consacrer à leur développement professionnel et d'entreprise. Il faut dire aussi que quelque chose d'important, c'est que oui, l'égalité de genre et le fait d'investir sur l'égalité de genre, c'est un impératif moral. Mais en plus, il y a des bénéfices économiques. Il faut apporter des arguments à cette équation parce que, par exemple, si l'on entreprend des actions maintenant pour avancer dans l'égalité de genre, cela pourrait nous aider à contribuer par 13 000 milliards de dollars au PIB global. Et pour l'Afrique subsaharienne, par exemple, cela signifierait 330 milliards de dollars pour le PIB. Il faut augmenter donc la participation des femmes dans les marchés commerciaux professionnels. Et les femmes paieraient ainsi des taxes et ceci contribuerait à promouvoir le développement économique. Il faut également dire que par le biais d'un plus grand bien-être, on réduit aussi la transmission intergénérationnelle de la pauvreté et l'autonomisation économique des femmes a montré que cela réduit la prévalence de la violence basée sur le genre, de la violence domestique dans les pays en développement. Et il faut dire aussi que le fait de réduire cela contribuerait économiquement parce que les femmes qui sont victimes de violences domestiques, elles ont besoin de soins sociaux, sanitaires, psychologiques et cela a un coût aussi.
Quelles sont les barrières légales pour accéder et contrôler les actifs pour les femmes? Et pourquoi est-il important d'avoir un accès et un contrôle sur les actifs? Il y a un grand écart par rapport à l'accès des femmes. Les micro-prêts sont une exception, mais les micro-prêts ou les microcrédits sont liés également à des taux d'intérêt très élevés qui rendent le remboursement très difficile. Et il y a aussi une discrimination de la part des créanciers et cela montre que les femmes ont moins d'accès à des actifs et elles sont également contraintes par beaucoup de réglementations. L'accès à la terre et à des actifs productifs ainsi que les droits égaux pour hériter et pour gérer la propriété c'est quelque chose d'essentiel pour promouvoir la croissance et l'accès au crédit. Et quelque chose dont on parle beaucoup sur le rapport, c'est qu'il y a certaines lois et réglementations dans les pays ACP et dans d'autres pays, bien sûr, des pays du Sud asiatique ou de l'Amérique latine. Ceci a des effets négatifs du point de vue économique, du point de vue de l'autonomie économique des femmes. Je n'ai pas inclus tous les détails dans la présentation, mais je vous montre des pays ACP ici avec des réglementations qui ont des effets négatifs du point de vue économique pour les femmes. Les hommes et les femmes n'ont pas le même droit à la propriété immobilière, par exemple, dans certains pays. On ne donne pas aux épouses une autonomie administrative sur les actifs. Par exemple, les femmes ne peuvent pas décider si elles plantent quelque chose sur un terrain agricole, même si elles en sont les propriétaires ou les héritières. Et il y a aussi des différences par rapport aux droits des fils et des filles. Les droits de succession, c'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une propriété à hériter, eh bien, cette propriété va retomber sur le fils ou alors sur la fille, mais seulement si elle se marie. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité par rapport aux opportunités. Quand on commence à s'intéresser aux réglementations, l'étude nous montre que ceci ne se produit pas tellement dans les colonies françaises par rapport aux colonies britanniques parce que les systèmes légaux étaient complètement différents. Mais ce qui se passe dans ces pays, c'est que comme les femmes ne peuvent pas hériter ou gérer leurs propres actifs, elles ont moins de chances d'accéder au financement pour leur entreprise. C'est-à-dire qu'un changement légal, en ce sens, pourrait améliorer les opportunités d'accès des femmes au microcrédit, par exemple. Que pouvons-nous faire par rapport à cela? Et ce rapport nous montre de bonnes pratiques. Quelque chose que l'on peut faire, c'est de mesurer l'écart de genre et par rapport aux actifs pour comprendre comment ces lois peuvent avoir des effets sur l'héritage, sur le contrôle des actifs. Et cela peut être un guide pour les décideurs, pour les élus. Il est possible de faire des enquêtes domestiques, mais souvent ces enquêtes auprès des ménages, quand on pose des questions par rapport à l'héritage, eh bien, souvent on répond au niveau des ménages. Et cela ne permet pas d'arriver au niveau individuel et de mesurer. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir si la propriété est au nom de la femme ou pas. C'est-à-dire que ceci est une pratique à améliorer. Nous avons montré une étude au Ghana qui mettait cela en évidence, en fait. Le fait de réformer des lois qui restreignent l'accès des femmes aux actifs. Nous avons vu un rapport en Éthiopie avant l'an 2000. La loi sur la famille en Éthiopie avait des effets sur la capacité des femmes de contrôler leur propriété et d'avoir des emplois rémunérés en dehors de leur foyer, sans la permission légale des époux. Il y a eu une réforme, en fait, qui était très rare pour l'Éthiopie et qui a permis la participation des femmes à l'emploi rémunéré en tant qu'entrepreneur ou employé.
Et cela a augmenté donc le nombre de ces femmes de 24% et cela a augmenté les capacités de ces femmes. Mais bien sûr, ceci s'est accompagné aussi de besoins de formation très importants. Par rapport aux barrières légales et administratives pour enregistrer une entreprise et ouvrir un compte en banque. D'une part, le problème, c'est la propriété de ces actifs par rapport aux femmes. Et maintenant, nous allons parler des barrières administratives et légales. Comme dans le chapitre numéro 1, nous avons également ici une série de pays avec des contraintes légales pour les femmes. Nous avons des pays où les femmes ne peuvent pas signer un contrat comme le ferait un homme. Et nous avons également des pays où les femmes n'ont pas le droit d'enregistrer une entreprise. Ceci promeut l'aspect informel, l'économie informelle des femmes dans le milieu des affaires parce qu'elles ne peuvent pas enregistrer leur entreprise. Et si elles veulent passer à la formalité, eh bien, elles ne peuvent pas le faire. Ceci n'affecte pas seulement l'autonomie économique des femmes, ça a un effet aussi sur leur possibilité, sur leur capacité de commencer et de tenir et de faire croître une entreprise. Et bien sûr, si on ne peut pas accéder non plus à des crédits ou à des garanties, eh bien, cela aura des effets sur les profits moindres des entreprises des femmes. Quelles sont les solutions? Eh bien, l'une des solutions, bien sûr, est de lever toutes ces barrières, de réformer ces lois, comme on l'a vu dans le chapitre antérieur par rapport à l'Éthiopie. Mais une autre solution, c'est de simplifier les procédures par rapport à l'enregistrement des entreprises. Le gouvernement de Malawi a mené une intervention pour simplifier le processus d'enregistrement des entreprises. On a aidé les entreprises à obtenir un certificat d'enregistrement de façon gratuite. Et on a aidé également à obtenir un numéro pour les contribuables, pour payer leurs impôts. Et même si les procédures administratives ne sont pas explicitement contre les femmes, et nous avons parlé des barrières implicites et explicites, on a vu que cela a plus d'effet sur les femmes parce que les femmes ont moins de temps qu'elles puissent consacrer à leurs entreprises vu qu'elles consacrent du temps à des soins et à la famille. Elles ont moins d'accès à l'information par rapport à toutes ces simplifications administratives. Et ceci est reflété dans les évaluations du rapport. C'est-à-dire que tout cela a des effets sur tout le monde, mais en particulier sur les femmes, à cause de ce biais. Il est très important de promouvoir des changements dans le cadre légal, mais en plus, ceci n'est pas suffisant. Il y a d'autres interventions effectives pour soutenir l'enregistrement et la formalisation des entreprises détenues par les femmes. Et cela doit inclure la simplification des procédures légales, la promotion de l'accès à l'information, l'éducation financière, les connaissances légales qui sont en fait très très efficaces. Dans certains pays, les femmes ont de moindres niveaux d'éducation et ceci rend leur vie plus difficile quand il s'agit d'avoir des connaissances juridiques. On voit aussi qu'il faut aborder la pauvreté, le manque de temps des femmes et il faut aborder aussi le droit coutumier. Comme je vous l'ai dit au début, il faut créer un environnement propice, mais il faut combiner tout cela non seulement avec les réformes, mais avec beaucoup d'autres aspects. Numéro 3, réforme pour l'amélioration de l'accès à la finance pour les entreprises détenues ou menées par les femmes. Nous avons vu qu'il s'agissait de promouvoir l'accès égal
actifs pour permettre aux femmes d'avoir un accès égal aux garanties, au crédit. Il fallait également travailler sur les procédures administratives pour que les femmes puissent enregistrer leur entreprise comme le font les hommes. Il fallait combiner tout cela aussi avec d'autres facteurs. Et troisièmement, il faut promouvoir les réformes pour améliorer l'accès à la finance pour les entreprises menées ou détenues par les femmes. Les femmes dans les pays en développement ont 20% moins de chances d'avoir un compte bancaire et 17% moins de chances de pouvoir emprunter de l'argent d'une institution financière. Ce qui se passe ici, et nous avons quelques exemples de pays africains, sous-sahariens, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se passent. On peut parler d'un manque d'accès à la terre et à des actifs productifs, comme on l'a dit dans les sections précédentes. On a moins d'expérience dans les établissements financiers. Donc moins d'expérience financière et moins d'historique de crédit. Seulement 16 de ces pays ont des lois qui interdisent la discrimination contre les femmes par rapport à l'accès au crédit. Et ceci n'est pas suffisant. Il faut aborder toute la liste de choses que nous suggérons ici. Et il faut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que il faut mettre en place des outils d'évaluation pour mesurer l'écart de genre par rapport à l'accès à la finance. Il faut comprendre, pour mesurer, il faut comprendre le problème, mais il y a peu d'informations en ce sens. Et souvent, c'est parce que les établissements financiers ne veulent pas être sous le scrutin des gouvernements. Et aujourd'hui, en fait, ce sujet est en tendance et c'est le moment de saisir l'occasion pour pouvoir obtenir davantage des données et pour voir quelles sont les difficultés rencontrées par les femmes. En Ouganda, il y a un exemple très intéressant que nous citons dans notre rapport. La WED a été utilisée pour identifier et aborder le besoin des femmes entrepreneurs, particulièrement pour accéder les crédits et accéder aux finances. Une autre action importante, c'est le fait de lever les barrières administratives et légales pour accéder aux comptes bancaires et aux prêts formels. Par exemple, en 2016, la République démocratique du Congo a réformé le Code de la famille pour aborder l'inégalité de genre. Et après la réforme, les femmes mariées ont pu ouvrir des comptes bancaires, signer des contrats, créer leur entreprise sans la permission ou l'interférence de leur époux. C'est encore un exemple d'une réforme pour permettre aux femmes d'accéder aux garanties bancaires, d'une part, gérer leurs propres actifs et ouvrir un compte en banque sans la permission de leur partenaire. Et ceci est quelque chose de très innovateur. C'est une proposition qui consiste à changer les scores par rapport au crédit des femmes. C'est quelque chose où le gouvernement a pu avoir une intervention importante. Alors que les femmes ont moins d'histoire par rapport aux emprunts et ont une moindre inclusion financière que les hommes, elles ont quand même un comportement par rapport au remboursement qui est bien meilleur que les hommes. C'est le comportement de remboursement, c'est-à-dire le fait que les femmes honorent leurs dettes à temps, et ceci n'avait pas été inclus. Nous avons ici un exemple de la République dominicaine qui a mesuré les scores par rapport au crédit, mais ceci pourrait être réplicable dans d'autres pays. La République dominicaine a introduit un système de machine learning qui incorpore les données sur les femmes par rapport au score des crédits, et on a attribué plus de poids à ce comportement de remboursement parce que finalement, ce qui est important pour un crédit, c'est de pouvoir le payer. Et le fait d'utiliser cet algorithme, ce nouveau modèle, a amélioré les scores de crédit de 93% pour des femmes.
Et ceci est un projet pilote de l'IPA et de la République dominicaine, du gouvernement. Et c'est un exemple de plus où les gouvernements peuvent avoir un rôle à jouer, c'est-à-dire en changeant la façon de classer les crédits et les scores par rapport aux crédits, on peut améliorer l'accès des femmes à ces crédits. Mais bien sûr, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir aussi l'accès aux garanties. Quelles sont les conclusions et les recommandations politiques que nous avons pour ce rapport? Eh bien, premièrement, mesurer l'écart de genre dans les actifs et dans l'accès au crédit. Ceci implique la compréhension des défis que les femmes rencontrent pour accéder au crédit des institutions financières, mesurer l'écart de genre et développer un savoir-faire pour l'aborder. Nous avons beaucoup d'évidence dans le cas de Ghana, qui était l'un des pays analysés, mais nous devons comprendre davantage tout ce qui se passe avant d'aborder tout cela. Deuxièmement, promouvoir des réformes légales pour une égalité d'opportunités, pour des cadres légaux qui ont besoin de se réformer, de réformer les régimes de succession, par exemple les codes de famille pour permettre l'accès à la propriété, aussi à l'ouverture d'un compte en banque. Sans ces réformes légales, ce sera impossible d'avoir un environnement égalitaire pour soutenir les femmes. Troisièmement, promouvoir les réformes administratives pour enregistrer et gérer les entreprises. Les procédures difficiles sont une barrière pour la formalisation des entreprises et pour la croissance aussi, pour les hommes et pour les femmes. Mais cela a été prouvé que ces aspects-là frappent plus fort les femmes parce que les femmes sont souvent plus isolées des environnements commerciaux, elles ont un moindre contexte éducationnel. Et le fait de promouvoir des réformes administratives aiderait ainsi en particulier les femmes. Quatrièmement, promouvoir l'accès des femmes au crédit et promouvoir aussi les réformes administratives et le développement de lignes de crédit pour les femmes. Il y a aussi d'autres façons innovantes de promouvoir l'accès des femmes au crédit et à la finance. Par exemple, la façon de mesurer les scores par rapport au crédit. En ce sens, l'intelligence artificielle peut nous aider et aussi le fait de travailler sur ces aspects qui peut énormément aider les femmes. Moi, je vous invite à lire ce rapport. Il y a de bonnes pratiques de pays spécifiques. Moi, je pourrais parler davantage de tout cela, mais j'avais seulement 15 minutes et je pense avoir parlé davantage. Et je vous invite à lire le rapport et faire vos commentaires. Merci beaucoup, Dr Martinez Restrepo, de cette contribution tellement globale. Nous voyons que pour la promotion de l'autonomisation des femmes et la réforme, il faut un effort conjoint de la part du secteur public avec ces réformes, mais aussi, bien sûr, du secteur privé pour défendre ces réformes. Et sur ce, je suis très contente de vous présenter le panel qui comprend ces interventions. Nous avons 4 panélistes qui vont réagir par rapport à cette contribution. La première intervenante sera Joanna Kaliwoto, qui va parler au nom de la Direction générale de partenariat international de la Commission européenne, qui est l'un des bailleurs de l'ICR. Et son domaine d'expertise, c'est le secteur privé, le commerce, l'autonomisation des femmes. Elle a 3 ans et demi d'expérience au sein de la Commission européenne. Et avant cela, Joanna Kaliwoto, qui a une licence en droit, elle a travaillé dans le secteur privé et l'investissement. Moi, j'espère que la caméra et le son vont bien marcher. Merci. Merci. Bonjour. Madame, ce sera très intéressant d'écouter vos réactions par rapport au message clé du rapport de l'ICR et quelles sont les priorités de DG INPA par rapport à l'autonomisation économique des femmes et par rapport donc à tous ces aspects qui ont été cités. Bonjour à tous. Et de mon côté, je tiens à vous remercier, à vous féliciter pour le travail qui a été fait pour ce rapport. Félicitations à l'ICR et à l'OACPS.
Et donc, je suis très contente de faire partie de ce panel pour partager ces réactions. Je serais très contente d'entendre les intervenants suivants. Je dois dire que l'un des messages clés, c'est le besoin de données par rapport à l'environnement ou au climat d'investissement. C'est-à-dire que ce rapport tombe très bien. Nous apprécions beaucoup les efforts pour cette collecte de données. Aussi, nous espérons que ce rapport va inviter à l'action par rapport à améliorer l'accès à la finance des femmes. Comme Susanna a dit, je suis Kohana Kaeloto de la Commission européenne, de la DG ENPA. Et je m'intéresse surtout à l'autonomisation économique des femmes et c'est pour cela que je suis tellement contente justement avec la publication de ce rapport et de ce focus qui est placé sur l'autonomisation économique des femmes dans la série d'événements de l'ICR cette année. Et je dois dire qu'il est important de souligner que l'environnement et le climat de travail pour les femmes est quelque chose de très important. Il faut créer un climat propice pour les affaires, comme Susanna l'a dit. Et pour ce faire, ça doit marcher pour tout le monde, pour les hommes et pour les femmes. Et comme nous le voyons, par rapport à la révision du rapport et aux détails du rapport, eh bien, ce n'est pas toujours le cas. On voit que les femmes rencontrent davantage de barrières dans leurs activités économiques et commerciales. Et il faut prêter de l'attention à cela. Il faut créer cet environnement propice et cela passe par le cadre légal, le cadre administratif, les procédures, comme Susanna l'a dit. Et on voit que ces procédures, justement, eh bien, elles peuvent être bien plus pénibles pour les femmes dues à toute une série de raisons, au manque d'informations, au manque de soutien, au manque de disponibilité de temps. C'est-à-dire que, voilà, pour la Commission européenne, le fait d'aborder ces priorités, pardon, ces inégalités, c'est une priorité. Et en fait, l'égalité de genre est une valeur fondamentale pour l'Union européenne. C'est quelque chose qui est tout à fait inscrit à partir des traités fondateurs de l'Union européenne. Et c'est une priorité aussi par rapport à nos actions à l'externe. Nous avons adopté récemment un plan d'action sur le genre, qui est un cadre opérationnel et qui va guider l'action à l'externe de l'Union européenne au cours des 3 prochaines années. Et on centre nos actions sur l'autonomisation des femmes, sur le climat d'affaires, le climat économique, l'accès à la finance, la transition à une économie formelle, la mobilité, le travail de soins qui n'est pas rémunéré, tout simplement pour citer quelques aspects. Et c'est une priorité aussi parce que nous travaillons pour la croissance économique durable et l'égalité de genre est un composant sine qua non de la croissance économique. Et si nous voulons que celle-ci soit durable, eh bien, il faut considérer les femmes. Et c'est quelque chose qui a été cité sur le rapport. Et Susanna l'a dit, le potentiel de croissance du PIB, si on améliore l'égalité de genre et de dizaines de trillions de dollars. Donc, c'est convaincant. Alors, ce n'est pas nouveau pour la Commission européenne. Chez nous, on a eu différents programmes ciblés pour améliorer l'autonomisation des femmes. Nous avons lancé des programmes sur l'entrepreneuriat, le travail digne, le commerce, la finance innovatrice. Mais je voudrais vous donner un exemple concret justement pour promouvoir l'accès de la femme au crédit et aux actifs, vu qu'on en a parlé aujourd'hui. Et c'est un exemple qui est surtout centré sur des façons innovatrices d'améliorer l'accès au crédit pour les femmes. Nous avons travaillé sur un instrument d'accès à l'inclusion financière des femmes. C'est un partenariat entre la Banque mondiale des femmes et KfW, la Banque allemande du développement, et cela touche certains domaines qui sont cités sur le rapport. C'est un projet très fascinant, très innovateur, et comme on l'a dit, l'Union européenne y travaille et nous sommes d'ailleurs le point d'ancrage avec des millions d'euros pour la première phase de ce fonds de placement privé. Ensuite, ce fonds, à son tour, investit dans différents fournisseurs de services financiers en Afrique sous-saharienne afin de fournir des services et de créer des services ciblés sur les besoins des femmes. Par exemple,
On fait des recherches sur les marchés locaux et on inclut des aspects innovateurs, par exemple la finance sur le logement et le lien entre cette finance pour le logement et les prêts, la formalisation aussi des titres de propriété spécifiquement au nom des femmes parce que, comme on l'a vu, ce n'est pas si typique, ce n'est pas si habituel. On s'intéresse aussi à des aspects comme le fait de reconnaître les revenus informels parce que, comme vous le savez, les femmes sont souvent dans le marché informel et ceci est important pour l'accès à la finance. Et nous travaillons aussi sur les accès et l'utilisation alternative des garanties bancaires. Et ceci est combiné avec un soutien technique, avec un support. Et nous travaillons d'ailleurs avec d'autres banques, avec des assureurs aussi, et avec différentes institutions pour voir quelles sont les capacités et pour voir quelle est leur approche par rapport au genre. Nous voulons créer des plans d'action sur le genre pour eux, pour tous ces partenaires, et les mettre en place. Et ceci inclut le fait de s'intéresser à l'équipe de direction, aux pratiques de recrutement, à la collection de données et ainsi de suite. Et l'idée, en fait, c'est que ces institutions financières locales vont améliorer leur capacité de genre à l'intérieur de leur propre institution et ils vont créer aussi les services et les produits qui sont nécessaires pour les femmes et qui ne sont pas fournis en ce moment par le marché. Ces institutions financières, elles peuvent cibler le marché des femmes, la clientèle de femmes, et ensuite continuer à servir ce créneau après le programme, ce qui crée un environnement plus propice, en fait, pour les femmes entrepreneurs. Ce n'est qu'un exemple, en fait, mais je voulais dire que si on voit l'avenir il faut créer un environnement propice et c'est ce que nous souhaitons faire avec notre travail. Et comme on le voit sur le rapport, il y a encore beaucoup à faire. Alors, le rapport tombe très très bien. Nous l'accueillons les bras ouverts et nous espérons pouvoir travailler davantage sur ce point-là avec l'ICR. Et maintenant, je serais très contente d'écouter les autres membres du panel et d'écouter donc leur expérience par rapport au soutien aux femmes entrepreneurs et écouter leurs réactions par rapport au rapport. Je vous repasse la parole. Merci. Merci beaucoup, Madame Kaeloto. C'était très intéressant d'écouter ces réflexions par rapport à l'autonomisation des femmes et à quel point cela est prioritaire pour la Commission. Et maintenant, je voudrais vous présenter la panéliste suivante qui parle au nom de Ghana Enterprise Agency, qui est un organisme gouvernemental pour la promotion et le développement des micro et petites et moyennes entreprises au Ghana. C'est Madame Kose Yankiaï, c'est la présidente de cette agence pour l'entreprise du Ghana. Elle a passé la plupart de sa carrière à donner du soutien aux PME, aux femmes et aux jeunes pour l'accès à la finance, le développement des entreprises en Afrique. Elle a également beaucoup travaillé pour le développement durable, la collecte de fonds, les marchés de capitaux. Et avant de prendre sa place en tant que présidente, elle a également eu des postes de direction de haut niveau. Elle détient un diplôme à l'école d'affaires Kennedy de l'Université Howard et elle a également été formée au MIT et dans d'autres universités américaines. Madame Yankiaï, j'espère que vous êtes connectée et que votre caméra et que le son fonctionne. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. J'ai eu quelques petits soucis avec ma caméra, alors je vais m'abstenir de l'allumer pour l'instant. Je voudrais exprimer ma gratitude aux organisateurs à l'ICR pour avoir organisé cet événement. Et je voudrais également féliciter l'équipe du rapport de cette initiative que l'équipe mène. Je suis très contente de voir tous ces documents. J'étais très contente aussi d'écouter les participantes précédentes qui ont partagé leurs opinions. Et comme on l'a entendu dès le début, l'accès à la finance est au cœur de notre travail et c'est aussi ce que j'ai toujours fait parce que je comprends parfaitement l'impact que cela a dans le milieu des entreprises des femmes.
Et quand nous avons reçu la demande de soutenir cette initiative, eh bien, nous étions très, très excités parce qu'au Ghana, nous avons fait des efforts pour concevoir des interventions et des programmes pour arriver à des réformes pour soutenir les entreprises des femmes, détenues par les femmes. C'est-à-dire que nous sommes très contents d'écouter et d'entendre les résultats du rapport parce que cela touche des aspects que nous avons aussi beaucoup discuté dans notre pays au sein de nos ministères et dans l'agence même. Par exemple, le besoin d'un traitement égalitaire, d'égalité d'opportunités pour les hommes et les femmes, le besoin aussi de simplifier les standards et les lois qui sont trop rigides en ce moment et qui empêchent aux femmes d'avoir un accès au financement. Et également le besoin de trouver des façons innovatrices d'accéder au financement. Et les résultats de ce rapport, eh bien, nous montrent que jusque-là, eh bien, il y a beaucoup d'aspects qui ont été laissés à l'écart et peu a été fait. Mais ce qui est critique, c'est qu'il faut des institutions qui marchent bien, à mon point de vue, parce qu'il y a tellement d'institutions qui tentent de s'assurer, euh, il faut s'assurer qu'elles marchent bien et il faut aussi voir le cadre légal, il faut simplifier le cadre légal afin de bénéficier les femmes, afin de simplifier les structures. C'est-à-dire que les institutions doivent avoir un mandat très très clair pour s'assurer que les politiques sont durables. Et ceci inclut aussi la disponibilité de données et le fait de simplifier les efforts. C'est-à-dire que tout ceci est au cœur de nos actions. Et deuxièmement, pour nous, il y a un aspect qui est très, très important dans notre travail. Quelque chose que l'on remarque spécialement pour les femmes et pour les femmes entrepreneurs, c'est le manque d'informations qu'elles ont. C'est-à-dire les défis qu'elles rencontrent par rapport à l'information. Souvent, ce n'est pas les programmes ou les interventions, mais l'accès à l'information par rapport aux outils disponibles. Il y a une absence de plateforme de partage, il y a une absence de communication et ceci est un défi. Et ceci est une partie critique de notre travail si on veut avancer. Je voudrais également saisir l'opportunité que vous m'accordez pour souligner que les femmes africaines représentent 58% de la population. Cependant, elles continuent à avoir moins de profits que les hommes, moins de bénéfices, 34% de moins que les hommes. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous et pour moi-même en tant que femme. Ceci est clé et en tant que présidente de cette institution. Je veux dire, je ne peux pas m'empêcher de personnaliser tout cela. Un autre point très important, c'est que les femmes ont été particulièrement frappées. Elles ont eu l'impact le plus négatif de la COVID, de la pandémie, parce que aussi il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui ont dû porter soin de leur famille, rester à la maison. Les commerces étaient fermés et cela veut dire que les femmes ont été plus fortement impactées par la pandémie. Et toute cette situation a minimisé leur capacité d'accéder à la finance. En fait, le COVID a eu un aspect positif et c'est que le gouvernement a fait une intervention et a joué un rôle très, très important pour développer un schéma de soutien qui a eu énormément de succès. Et l'intervention du gouvernement, par conséquent, après le coronavirus, eh bien, on s'est aperçu que beaucoup de femmes ont répondu donc à cet appel, à ce schéma de soutien. Et justement, 60% des bénéficiaires de ce schéma de soutien, c'était des femmes. Et ceci montre l'importance de l'accès à la finance et à quel point cette intervention a été bénéfique et a été considérée comme une innovation vraiment, parce qu'on a vu l'effet que ça faisait de soutenir les personnes. Et justement, on a également remarqué, ceci a fait ressortir la quantité de femmes qui travaillent dans le secteur informel
C'est-à-dire que cette intervention, finalement, elle a eu des effets positifs parce que les personnes qui étaient écartées auparavant par rapport à l'accès à la finance, eh bien, elles peuvent maintenant être considérées. Et comme je le dis, par rapport à ce schéma de soutien, 60% des bénéficiaires étaient les femmes. Et ceci, donc, a été très important. L'Agence de l'entreprise de Ghana a le mandat de soutenir les petites et moyennes entreprises au Ghana et nos efforts sont permanents pour soutenir les femmes. C'est des efforts très ciblés pour améliorer la sensibilité de genre et nous travaillons en partenariat avec Mastercard Foundation et qui aussi s'occupe des femmes et soutenir leurs entreprises avec un mandat élargi depuis l'année dernière où nous travaillons avec les partenaires pertinents pour toucher tous les thèmes dont on a parlé, les interventions pour les femmes et aussi la formalisation du secteur informel, c'est-à-dire s'assurer que on peut simplifier les procédures, simplifier la bureaucratie pour donner du support aux femmes. C'est-à-dire que nous avons désormais un département de la femme entrepreneur et nous avons aussi lancé un sommet et un réseau pour la femme pour générer un climat d'affaires propice pour les femmes. Et nous avons également conçu des programmes spécialement ciblés pour donner du soutien aux femmes. C'est-à-dire que maintenant, nous avons en place toutes ces initiatives aussi pour formaliser le travail des femmes, pour enregistrer les entreprises des femmes. Et quand on s'intéresse au climat de l'entreprise, ces institutions doivent être là pour permettre que les femmes puissent poursuivre leurs affaires et puissent atteindre leur but, puissent construire leur entreprise et que leur entreprise puisse croître, puisse grandir et se développer. Notre mandat, alors, était inscrit dans la politique nationale pour les micro et petites et moyennes entreprises qui, justement, cherche à créer un environnement plus propice pour le développement des MPME, pour améliorer également l'existence d'un cadre propice, d'un cadre légal propice et générer également les stimuli les plus importants pour les femmes et pour soutenir leurs affaires. Alors oui, le Ghana a l'un des programmes les plus importants en ce sens et comme on l'a dit en fait lors des interventions précédentes, eh bien ceci n'est pas nouveau pour le Ghana et nous cherchons à soutenir les entreprises et à améliorer leurs profits. Alors, nos activités sont alignées avec le ministère du Commerce et nous cherchons également à faire des réformes par le biais de notre unité. Nous cherchons à surmonter les goulets d'étranglement pour faire qu'il y ait un environnement plus propice pour les micro-PME. Et bien sûr, nous mettons à jour les données. Nous cherchons également à construire des données autour de l'accès à la terre aussi. Et tout ceci est considéré aussi par la GEA et nous travaillons en ce sens pour soutenir les femmes et pour créer ces réformes qui vont générer un environnement plus propice. Nous sommes très ouverts, bien sûr, à donner du support et du soutien à l'ICR. Et quand on parle de soutien, eh bien, on veut dire s'assurer de la mise en place de toutes ces interventions et de la mesure des impacts et des bénéfices. C'est-à-dire que nous vous remercions de nous avoir donné l'opportunité. Je remercie vraiment les organisateurs de l'opportunité de participer et je veux exprimer que nous sommes très contents d'avoir écouté les interventions précédentes et nous nous engageons à continuer à travailler pour améliorer la situation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Yankeaye, de ces réflexions sur le travail de Ghana, de l'Agence de l'entreprise du Ghana, qui a été très intense. Et en fait, vous venez de le dire, Ghana a beaucoup de succès par rapport à la production de femmes entrepreneurs parce que nous avons lu que le Ghana a un très bon ranking avec 46,6% de femmes entrepreneurs.
C'est-à-dire que c'est très intéressant. Et maintenant, nous passons aux réactions du secteur privé par rapport au panel. Et ici, je vais vous annoncer notre troisième intervenant. Il s'agit de M. Aminou Akadiri, qui est le président de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique occidentale, FEWACHI, qui représente 50 chambres de commerce et d'industrie nationales qui font partie de la communauté d'États de l'Afrique occidentale, ECOWAS. Et donc, il est très impliqué dans le secteur privé, dans la prise de décision et l'élaboration de politiques et l'établissement d'un dialogue public-privé. Et quelque chose qui est également très intéressant, c'est que FEWACHI analyse les modèles de business réussis et s'intéresse également à la chaîne de valeur, en particulier pour l'agroalimentaire. Et il est également, M. Akadiri est également diplômé en administration d'entreprise. Il a de nombreuses années d'expérience dans le secteur privé, la promotion de différents secteurs à différents niveaux. Il a également agi en tant que consultant de ECOWAS pendant 15 ans. Il est également un point focal du secrétariat de l'ACP pour l'Afrique occidentale. Il est le vice-président du bureau d'affaires des pays francophones pour la coopération sud-sud. Monsieur Akadiri, j'espère que vous êtes connecté et que la caméra et le micro fonctionnent. Oui, je suis connecté. Vous m'entendez, Susanna? Oui, nous vous voyons et nous vous entendons. Soyez le bienvenu à ce panel. Merci, merci beaucoup et bon après-midi, bonne journée à tous. C'est un plaisir pour moi, pour nous, de faire partie de cette plateforme. Et tout d'abord, je vais apprécier et féliciter l'Union européenne et l'OACP, le secrétariat, qui ont fourni le support pour cette activité. Je vais vous dire que je me réjouis d'avoir cette opportunité de vous donner ma perspective sur le rapport. Susanna a très bien présenté le rapport et vraiment, le rapport montre parfaitement la situation des femmes dans la région. Il s'agit d'un rapport très exhaustif et qui reflète les défis et les barrières, les besoins d'une réforme légale et administrative. Le rapport montre également qu'il y a un grand besoin d'une collaboration plus efficace avec le secteur public, avec la société civile, le secteur académique, pour vraiment investir sur le rôle des femmes entrepreneurs, parce que d'après le rapport, nous avons entendu que en 2030, la contribution des femmes serait de 13 000 milliards au PIB. C'est-à-dire que, voilà, nous soutenons les gouvernements, les femmes, le soutien des PME et tout ceci doit nous inspirer pour faire valoir une stratégie, une solution efficace pour un climat propice au business dans la région. Et je tiens à dire que si l'on souhaite soutenir les femmes et les PME, nous avons besoin d'un partenariat intelligent entre le secteur privé, les associations des secteurs privés et aussi le gouvernement. Et tout ceci doit ériger une seule voie afin de créer un environnement propice aux entreprises, au développement des entreprises, mais spécialement pour les femmes. Comme vous l'avez dit, FEWACHI a demandé le soutien à l'ICR, à l'instrument ICR, pour promouvoir les activités qui sont surtout menées par des femmes dans le secteur de l'agriculture. Et dans le secteur de l'agriculture, nous pensons que sans agriculture, en fait, on ne peut pas faire grand-chose. C'est un secteur très important pour nous. Et là, nous devons donner plus de soutien à l'agriculture parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui travaillent dans l'agriculture, dans le secteur agricole, et elles rencontrent beaucoup de difficultés. Elles ont besoin du soutien du gouvernement pour pouvoir dérouler leurs activités. Pourquoi avons-nous choisi le secteur de l'agriculture? Eh bien, c'est très simple. Dans la région,
il y a 16% de petites entreprises qui sont menées par des femmes et elles contribuent en fait de 60 à 80% par rapport aux effectifs au travail. C'est-à-dire que voilà, c'est un secteur important et là, les femmes rencontrent beaucoup de challenges. Je citerai deux défis importants, l'accès à l'éducation et l'accès à la formation. Si nous voulons vraiment mettre en place ce que nous demande le rapport, nous devons souligner l'importance de l'éducation. C'est vraiment quelque chose de clé. Et un autre point critique, c'est la politique. Nous avons découvert le manque de mise en œuvre des politiques. Et en fait, ECOWAS, nous avons une politique pour l'agriculture et tout est très bien rédigé sur le papier, mais le défi, c'est la mise en œuvre de tout ce qui apparaît sur le papier. FEWACHI s'est engagé à faire savoir aux femmes quels sont leurs droits. Nous devons montrer leurs droits aux femmes parce que nous avons observé que cette autonomisation économique des femmes a été ignorée jusque-là. Et vraiment, nous savons à quel point l'éducation et l'autonomisation économique des femmes ont une énorme importance dans le pays, un grand impact sur le pays. C'est-à-dire que nous apprécions énormément ce rapport que vous venez de présenter. FEWACHI, nous sommes prêts à soutenir la mise en place de tout ce que le rapport préconise. Et je tiens à dire aussi que nous apprécions également l'ICR et son travail pour harmoniser les modèles de business dans la région. Nous travaillons sur le fait que la législation de l'entreprise n'est pas harmonisée et nous apprécions énormément votre soutien pour nous aider à harmoniser cette législation, ces réglementations. Ceci va aider bien sûr les grandes entreprises, mais aussi les petites entreprises. Donc voici mon retour, en fait, mes commentaires par rapport à ce rapport qui vient d'être présenté. Et je vais vous assurer que nous sommes prêts à FEWACHI pour cet engagement public-privé pour soutenir les femmes dans le business, dans l'agriculture et dans les PME en particulier. Je vous remercie. Merci, Monsieur Akadiri, pour ce retour de la FEWACHI sur le rapport. Maintenant, nous passons à notre troisième réaction. FEWACHI représente les femmes entrepreneurs de tous les secteurs et de toute taille, mais maintenant nous allons nous centrer sur un secteur spécifique qui est normalement, traditionnellement dominé par les hommes. C'est un plaisir de vous présenter la docteure Lina Davis, qui est non seulement la fondatrice et présidente de Giraffe Bioenergy, mais elle est également bioscientifique, administratrice et développeur d'entreprises. Bonjour, docteur. Et pour continuer votre présentation, eh bien, la docteure Davis, elle a 15 ans d'expérience dans des positions de responsabilité dans le secteur des renouvelables. Elle est également membre de Livelihood, qui est un réseau pour les jeunes pour distribuer des produits sur les marchés. Elle est également directrice du partenariat des femmes entrepreneurs pour les renouvelables. Elle a complété son doctorat en biotechnologie et biologie à Western Sydney University et à Stanford University. Madame Davis, je pense qu'on vous a vu. J'espère que la caméra marche. Bonjour, bonjour et merci beaucoup de ce privilège. Ma bande passante n'est pas malheureusement suffisante pour me permettre d'avoir la caméra allumée. Je l'allumerai si la bande passante le permet. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de faire partie de ce webinaire ICR. L'avantage de prendre la parole en dernier, après ces puissantes interventions, c'est que je n'ai plus besoin de répéter les points importants qui ont été mis en avant. Je ne vais pas exagérer si je vous dis que j'ai coché littéralement tous les points qui
que les autres ont citées, c'est-à-dire que je vais vous épargner les répétitions. En résumé, l'intervenant précédent a dit que le rapport a vraiment montré du doigt les aspects délicats par rapport à l'enregistrement des sociétés, l'accès à la finance, les barrières légales. Je suis entièrement d'accord avec cela. Suzanne, en introduction, l'a dit, je suis maintenant dans le domaine pratique. Je suis une femme entrepreneur au Kenya et je tente de mettre à échelle une entreprise sur les renouvelables, c'est-à-dire que je veux vous parler de mon expérience de façon très directe et c'est aussi l'expérience de beaucoup de femmes comme moi avec lesquelles j'ai le plaisir de travailler. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que mes prédécesseurs ont dit. Encore une fois, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais nous avons parlé de femmes dans le secteur traditionnel et le fait qu'elles sont des fois surreprésentées dans les secteurs traditionnels. Nous avons parlé des taux d'intérêt élevés, du manque d'accès aux garanties bancaires, le manque d'accès au crédit. J'ai beaucoup apprécié le commentaire du Ghana par rapport au besoin d'avoir des institutions qui marchent bien. Ceci est crucial parce que l'un des points faibles ici au Kenya, c'est que nous avons une économie du parler, c'est-à-dire nous avons beau écrire des rapports et organiser des séminaires et des conférences. Sur différents sujets, cependant, voilà, je suis très intéressée par tout ce que mes prédécesseurs l'ont dit. Et si on n'a pas de données, comment pouvons-nous entreprendre des actions? Et l'ICR, en fait, eh bien, nous a beaucoup aidé en ce sens. C'est-à-dire que nous ne voulons pas rester dans l'économie de la conversation, nous voulons passer à l'action et être dans l'économie de l'action et pour faire des changements. Et j'ai beaucoup apprécié le commentaire sur le besoin de bonne gouvernance. La politique, les réglementations sont très importantes et il faut que ces aspects-là soient très spécifiques pour adresser les entreprises détenues par les femmes, les PME aussi. Et je vais vous dire qu'un autre défi, c'est que la femme n'est pas seulement confinée aux petites entreprises et je vais en parler quand j'aurai encore la possibilité. Nous pouvons, les femmes, faire des propositions d'investissement millionnaires et ceci est un défi pour les femmes africaines en particulier. Et c'est quelque chose qu'il faut aborder. C'est-à-dire que quand on parle de l'accès à la finance, nous avons dit que, enfin, nous avons cantonné ce sujet-là par rapport à la microfinance et nous avons mentionné les limites. Mais c'est vrai qu'une femme, disons comme moi, eh bien, on ne va pas l'associer de façon immédiate à la possibilité d'investissement millionnaire ou même 100 millionnaires ou de dizaines de milliers de dollars. C'est-à-dire qu'il faut élargir un petit peu notre éventail par rapport à nos perceptions sur les femmes entrepreneurs. Et encore un sujet sur lequel approfondir, c'est les NEX, c'est-à-dire que quand on parle des entreprises détenues par les femmes, on parle de problèmes mondiaux. En fait, les ODD seraient aussi un aspect qui montrerait où il faut placer nos priorités. Monsieur Akadiri, en fait, a fait son commentaire sur l'agriculture. Je ne vais pas le répéter, mais pour souligner un petit peu ce qu'il a dit, c'est possible de voir aussi les entreprises détenues par les femmes comme des entreprises qui interviennent sur des problèmes globaux, c'est-à-dire l'énergie qui détermine l'éducation, la santé, l'eau, les aliments, l'égalité de genre, c'est-à-dire ce type d'approche holistique sur comment soutenir les entreprises détenues par les femmes, surtout ces entreprises qui sont très alignées avec les ODD. Nous avons par exemple l'Afrique 2063 qui est un enjeu mondial. Nous avons également l'accord de Paris, nous avons les ODD, c'est-à-dire qu'il y a une série d'enjeux globaux, mondiaux, sur lesquels les femmes travaillent aussi. Et si on s'intéresse à ce type d'initiative et à ce type d'effort,
fort, eh bien, alors le défi, et le défi pour le l'ICR et pour d'autres organisations mondiales, c'est de voir et de tenter de travailler sur ces problèmes importants. Et les femmes, elles sont à l'avant-garde de tout cela. Et mon dernier commentaire, c'est souligner mon expérience quand j'ai été la directrice du partenariat des femmes entrepreneurs pour les renouvelables. Eh bien, j'ai eu le plaisir de travailler avec des organisations qui ont reconnu le rôle central des femmes par rapport à l'entrepreneuriat. Et le changement ne va pas se produire à l'échelle dont on a besoin par rapport à l'ODD 7, par rapport à l'accès à l'énergie pour tous, à moins que nous donnons la priorité aux femmes qui sont si importantes pour les énergies propres, parce que elles ont tendance à être les propriétaires, à être des leaders dans la communauté. Elles sont également très liées à l'énergie. Elles sont enfin les premières utilisatrices de la lumière, par exemple, pour évaluer les devoirs des enfants, pour cuisiner. Mais il faut également s'intéresser à ce que la femme peut faire dans une usine ou alors quand il s'agit de concevoir des solutions énergétiques, parce qu'il y a tellement d'exemples qui, 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 qui sont décevants en fait quand on pense. Docteur Davis, je pense que nous avons perdu votre connexion. Est-ce que vous nous entendez? Et on exclut les femmes de la table. Donc je voulais dire que le rapport était très succinct au moment de souligner ces aspects-là et je voulais le citer. Et aussi, les problèmes de l'Afrique occidentale et orientale sont des problèmes partagés, ce qui veut dire que l'on peut partager aussi les solutions. Et je remercie l'ICR de m'avoir accordé la parole. Merci. Merci beaucoup, Dr. Davis, de cette révision tellement complète et la variété des défis que rencontrent les femmes. Nous voyons ici qu'il y a beaucoup d'aspects interconnectés et rattachés les uns aux autres. Maintenant, nous allons ouvrir un espace pour les questions de l'audience. Et moi, j'invite tous les membres du panel à allumer leur caméra pourvu que la bande passante soit suffisante. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Très bien, Monsieur Akadiri, on vous voit correctement. Eh bien, on attend. Susanna, très bien. Formidable. Et donc, pour l'audience, eh bien, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par le biais de la boîte à questions et nous allons les faire passer aux membres du panel. Aussi, ils peuvent aussi eux-mêmes poser des questions. C'est aussi une option que vous avez. En fait, nous avons déjà reçu une question pour Madame Kosi Yankayeb, une question, donc je vais la lire pour vous. En fait, je viens d'apprendre que Madame Kosi n'est pas connectée. Très bien, alors nous allons passer la question qui lui était adressée, nous allons l'envoyer par email pour qu'elle puisse se rattraper plus tard. C'était une question sur la finance à long terme et comment l'agence de l'entreprise de Ghana donne du soutien à cela. Alors voilà, je pense que c'était vraiment directement adressé à Madame Kosi. Nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant de la part de l'audience, mais en fait, moi-même, j'ai une question
C'est une question pour n'importe qui souhaiterait répondre. En fait, je me disais que nous avons entendu que les temps actuels sont un défi pour les femmes aujourd'hui et qu'elles rencontrent des difficultés pour s'impliquer avec le secteur public et pour demander leur entrée. Et moi, je me disais comment on peut faire valoir leur intérêt pour ces réformes de l'entreprise et les faire intervenir davantage dans la prise de décision et dans la préparation de ces réformes qui sont nécessaires. Alors, je ne sais pas qui aurait une idée ou qui souhaite prendre la parole. Très bien. Oui, nous avions préparé et rédigé les rapports. Celui-ci est le précédent et en fait, il y a eu un grand débat que nous avons eu parce que voilà, c'était le rôle des femmes et on s'est dit on n'a pas le temps et puis c'est en plein Covid et nous devrons aller en ligne et il y aura ces nouveaux services. Mais comment est-ce qu'on va s'en sortir, les femmes, si aussi les écoles sont fermées? Je veux dire, on n'aura même pas le temps de dormir. C'est-à-dire que ça a toujours été une énorme contrainte qui a frappé les femmes davantage encore par les temps du Covid. Alors, par rapport aux politiques que l'on pourrait faire avancer pour promouvoir un environnement plus égalitaire avec les soins des enfants, eh bien, il faudrait qu'il y ait d'autres structures de soins dans les villes. Des fois, c'est très difficile, il y a des distances à parcourir. Et en fait, des fois, il y a le problème de la qualité de tout cela. Des fois, on oublie le concept de la confiance et le fait d'avoir quelque chose de disponible par rapport aux soins portés aux enfants, mais des fois, on a un problème de confiance avec ces services ou des fois, ceux qui méritent notre confiance sont trop chers. Je veux dire, je pense que c'est un sujet tout à fait mondial. Je veux dire, nous avons ce problème en Europe, nous avons ce problème aux États-Unis et bien entendu, c'est un problème dans tous les autres pays, mais nous devons considérer tout cela et du point de vue des femmes et aussi, même quand il existe des programmes qui ciblent les femmes, il est important d'adresser des petites solutions. Par exemple, vous avez des programmes d'éducation financière et les programmes réussis, en fait, fournissent des soins pour les enfants, pour les femmes, en fait. Et Et on a ainsi accès à un soin, à un service de garderie pour les enfants ou de soins pour les enfants, de confiance, de qualité. Et c'est un soutien pour les femmes, mais aussi, des fois, il y a des programmes plus petits. Et des fois, pour ces programmes plus petits de formation, par exemple, eh bien, il faut arriver à ce type de solution. Simplement pour compléter de notre côté, eh bien, c'est ce que Susanna vient de dire. C'est quelque chose que, par exemple, quand on travaille dans les services de développement d'entreprises et des programmes d'entrepreneuriat, eh bien, il faut considérer tout cela. Si on veut cibler les femmes, eh bien, il faut prendre compte de la vie que les femmes mènent, leur manque de temps, leur manque de disponibilité, où se déroule la formation, le déplacement que cela requiert, la mobilité que cela requiert, si la formation se déroule par exemple la nuit, parce que si ces aspects ne sont pas abordés, eh bien nous ne pourrons pas cibler le public et arriver à la solution que l'on recherche. Et je pense que cet aspect-là, qui sont petits, mais ils sont très liés à la formation et ils sont essentiels en fait. Et ceci fait partie de l'analyse de genre que nous faisons pour connecter tous les programmes. Et je pense que c'est une partie essentielle de la conception du programme parce que sinon nous n'allons pas atteindre les bénéficiaires que nous voulons cibler. Merci. Suzanne, oui, allez-y. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que Johanna et Susanna ont dit, mais nous avons découvert aussi qu'il y a certaines femmes
qui sont des leaders dans leurs affaires. Il y a des femmes qui sont très puissantes en termes d'argent, en termes de pouvoir à échelle locale. Et il faut s'assurer que ces femmes sont influentes et qu'elles sont visibles. Et nous voulons, par exemple, quand on organisons des formations pour les femmes, des fois elles sont organisées par les hommes et on oublie de bien cibler les bénéficiaires. Je pense que des fois, les femmes étaient elles-mêmes celles qui conçoivent ce type de programme. Eh bien, je pense que ce serait bien meilleur. Et il faut rendre donc les femmes plus visibles dans cet environnement d'affaires. En Afrique occidentale, quand on parle des entreprises, et bien souvent, il y a des femmes derrière et il faut s'assurer que ces capitaines des entreprises, eh bien, il faut s'assurer qu'elles s'érigent en tant que telles afin de communiquer. Parce qu'on a découvert aussi que il faut absolument leur donner la voix et la possibilité de s'exprimer et de nous dire ce qu'elles souhaitent et ce qu'elles veulent et ce dont elles ont besoin. Merci. Maintenant, il y a pas mal de questions qui apparaissent de la part de l'audience. Il y a une question. Je vous la pose directement à tous. Iris nous demande s'il y a des approches de consultation, des outils spécifiques qui seront recommandés pour promouvoir les réformes politiques de l'environnement de l'entreprise pour soutenir l'inclusion financière de la femme et l'accès des femmes aux finances. Je veux dire, s'il y a des outils spécifiques, s'il y a quelque chose de spécifique qu'il faille tenir en compte. On a parlé aussi de pallier un petit peu le manque de disponibilité de temps des femmes. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées. Allez-y. Oui, je suis désolée d'interrompre. Linda Davis, je voulais peut-être vous donner un exemple du Kenya par rapport à certaines initiatives. Tout vient d'un manque de sensibilisation. C'est-à-dire les femmes ignorent qu'ils peuvent frapper à ces institutions et ou des fois elles le font et puis elles vont à l'accueil et elles savent qu'elles ne seront pas bien accueillies et tout commence par là. Et il y a des femmes qui n'oseraient même pas entrer dans un certain commerce ou dans un supermarché. Et ça peut surprendre l'audience, mais en fait, des fois, elles se disent, voilà, je n'appartiens pas à cet endroit-là, j'irai au marché. C'est-à-dire que, voilà, le fait même d'entrer dans un supermarché avec un caddie et de mettre des produits dans le caddie et d'aller à la caisse et payer, eh bien, des fois, on pense à ces exemples comme ceci. Et c'est pas la femme qui est en question, mais il faut considérer cet exemple. Et des fois, ces femmes, elles sont bien considérées dans leur communauté, elles ont leur exploitation agricole, etc. Mais il faut bien être sensible par rapport à cette réalité. Et c'est là qu'il faut commencer. Et le Kenya fait beaucoup de choses pour ouvrir des agences et il y a la KWF, qui est l'institution financière pour les femmes au Kenya, et c'est la banque qui va à la base, à la population de base, au lieu d'être le contraire, parce que sinon on demande aux femmes une lourde tâche pour elles de se déplacer, de voyager, de se montrer dans une institution et d'apparaître là-bas et d'avoir donc dans votre sac tous les papiers. Et je parle de femmes très capables, très compétentes, qui ont mené leur entreprise avec un grand succès. C'est-à-dire que ceci est un changement politique et moi je défie l'ICR et d'autres institutions de développement de bien comprendre, de bien saisir de quoi il s'agit, parce que peut-être qu'on ne regarde pas suffisamment la base de la pyramide. Et je vais vous dire qu'il y a un énorme secteur de femmes qui
ont les compétences en termes de crédibilité, de capital, mais des fois, il y a des barrières qui s'imposent pour elles et qui empêchent leur accès. Ce que je dis, enfin, peut nous permettre de construire une histoire, une évidence et d'élargir à partir de cette réalité. Merci. Merci beaucoup, Dr. Davis. Aux autres membres du panel, je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ce commentaire ou est-ce que l'on va adresser une autre question, Monsieur Akadi? Oui, merci beaucoup. Je pense que ce qui vient d'être dit est clé. Il y a quelques jours, j'étais à une réunion sur l'intégration de l'Afrique et un intervenant disait que pour avoir un environnement sûr, il faut autonomiser les femmes et la jeunesse et il faut une politique de la terre dédiée aux femmes avec l'accès au marché, à la finance, à la formation. C'est des éléments vraiment qu'il faut mettre en avant. Je pense qu'il faut tenir compte de tous ces aspects et il faut faire un appel au gouvernement afin qu'il y ait les politiques spécifiques dédiées aux femmes et à la jeunesse. Et je suis très content d'avoir entendu ce commentaire parce que cela est clé pour le soutien des femmes et des jeunes. Merci beaucoup. Moi, je voudrais compléter ce que Amini vient de dire. Je pense que l'un des premiers pas est de mesurer et de bien comprendre la réalité, de bien comprendre comment les choses se passent, de voir bien qu'il y a, au-delà de cet écart de genre, de voir par exemple s'il y a un accès aux garanties bancaires par les femmes. Mais oui, c'est peut-être... Enfin, s'il n'y a pas cet accès aux garanties bancaires, par exemple, elles ont beau avoir toute l'information, mais elles ne pourront pas aller de l'avant. Et aussi, bon, dans le rapport, on a mesuré la brèche de genre et il y a un autre aspect qui est lié aux réglementations qui concernent les femmes, qui ont des effets sur les femmes. Et des fois, dans certains pays, il y a des listes de réglementation où l'on sait qu'elles vont avoir plus d'effets sur les femmes. Il faut aborder cela. Ce serait une deuxième étape aussi. Il faut aborder l'accès au crédit des femmes. Mais des fois, les femmes n'ont pas d'informations sur comment arriver à ces lignes de crédit. C'est-à-dire que, voilà, il faut bien insister sur l'accès à l'information et ceci inclut toutes les lois. Enfin, des fois, les lois sont faites pour les hommes et les bénéficiaires seraient eux. C'est très important de tenir compte de cela aussi. Une autre des solutions, c'est de réviser comment on mesure et la lecture que l'on fait de ces mesures parce que il faut là un travail entre les chambres de commerce, les gouvernements, les institutions pour voir si ces lignes de crédit pourraient aider les femmes. Et il y a aussi les biais qui s'imposent et qui ont d'autres effets sur les femmes. Et on pourrait parler de formation. On pourrait aussi penser que, voilà, des fois, il y a le biais des créditeurs, en fait, qui s'imposent et qui empêchent les femmes d'accéder aux finances. Malheureusement, je crois que nous sommes à court de temps. Il y a une question sur le travail de l'agence d'entreprise du Ghana et une autre question pour Susanna sur le rapport. Moi, je vais vous suggérer de vous envoyer les questions spécifiques et vous pourrez y répondre spécifiquement parce que malheureusement nous devons clore. Mais voilà, je vais vous dire que je remercie vraiment les intervenants de la session pour toutes leurs contributions tellement complètes. C'était formidable de vous avoir parmi nous pour parler de la promotion de cette réforme pour un environnement plus propice. Je suis vraiment désolée d'avoir à interrompre la conversation et le débat alors que
ça prenait de l'envol, mais nous apprécions énormément votre temps et nous apprécions donc vos partages d'idées et d'expériences. Avant de clore, je tiens à dire à l'audience que l'ICR est là et comme on l'a vu, eh bien, il s'agit de partenariats. Et si vous voulez vous inspirer sur ces idées pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes, eh bien, vous pouvez accéder à notre instrument ICR et vous pouvez obtenir toute l'information sur notre page web et remplir également notre formulaire de demande. J'espère que vous aurez bien profité de cette séance et vous serez priés de nous faire parvenir votre retour, votre réaction par rapport à la séance. Et vous pouvez aussi télécharger la présentation en PDF. Et sur cela, je vous remercie et il y aura d'autres événements en ligne sur l'autonomisation des femmes et je vous souhaite une très très belle journée. Merci à tous.